Bienvenue à la première d'une des nombreuses capsules que je vais partager avec vous cette session-ci. Cette capsule-là ne sera pas particulièrement longue. Je veux simplement faire une espèce d'introduction au cours. Donc, en faisant quoi? Ben, en vous présentant, en vous donnant certaines grandes lignes de du territoire québécois, revenir sur des notions que vous avez probablement vues assez souvent depuis que vous êtes entré à l'école, au primaire et au secondaire. Donc, revenir sur certaines notions du territoire québécois. Ensuite, parler de la population, en fait des groupes amérindiens qui occupent le territoire québécois bien avant l'arrivée des Européens. Et je vais terminer justement en parlant de l'arrivée des premiers Européens. Euh, euh, Avant qu'on parle en tant que tel, puis ça je le ferai dans la prochaine capsule, avant qu'on parle de la création de la Nouvelle-France, il y avait eu une présence européenne relativement brève. Donc, le territoire québécois en tant que tel, vous le connaissez, vous êtes capable d'identifier sur une carte. C'est le Québec, c'est très grand. C'est 1 830 000 km². C'est énorme. C'est un territoire qui est couvert de nombreux cours d'eau, de nombreux plans d'eau. Ça, on en est bien conscient. Ça sur quoi je veux insister avec vous aujourd'hui, c'est simplement qu'on s'y retrouve. Le Québec, on peut le diviser en trois grandes régions géographiques. Complètement au nord, on a le bouclier canadien. Bouclier canadien, c'est une très vieille formation géologique usée par de nombreuses glaciations. C'est un sol qui est très, très peu fertile, peu propice à l'agriculture. En même temps que c'est un sol qui va être très riche en minerais et ça deviendra un élément très important éventuellement dans l'histoire du Québec à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Complètement au sud, on a une seconde région géographique, c'est la région des Appalaches. C'est une barrière naturelle entre le Canada et les États-Unis. Euh, pardon. Aujourd'hui, c'est pas particulièrement compliqué de franchir les Appalaches quand on prend notre voiture. On s'épuise pas trop. Puis à une certaine époque, c'était une véritable barrière naturelle. Je dirais pas infranchissable, mais pas nécessairement évidente à franchir. Et ça va devenir effectivement une espèce de barrière entre un univers très anglo-saxon et la Nouvelle-France, donc le territoire français qui va s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Vallée du Saint-Laurent qui constitue la troisième grande région naturelle du Québec. C'est probablement la plus importante parce que encore aujourd'hui, c'est à peu près 90% de la population qui est concentrée. Le fleuve Saint-Laurent, d'une certaine manière, c'est le fil conducteur de l'histoire du Québec et ce sera d'une certaine manière aussi le fil conducteur du cours que j'essaie de vous donner. Le fleuve Saint-Laurent, écoutez, c'est à peu près 840 000 kilomètres carrés. C'est un espace qui est énorme. Le fleuve viennent se jeter dans le fleuve les principaux cours d'eau, les puissantes rivières qu'on retrouve sur le territoire québécois. Notamment, ces grandes rivières, on va en retrouver sur la rive nord du Saint-Laurent. On va commencer par la rivière des Outaouais qui sépare le Québec et l'Ontario. On a le fleuve Saint-Maurice, la rivière Saint-Maurice qui, elle, aboutit à Trois-Rivières. Et ensuite le Saguenay et la rivière aux Outardes qui permet d'arriver au réservoir Manicouagan. Ces rivières-là, elles ont des particularités communes, c'est-à-dire qu'elles ont un fort débit, une grande dénivellation. Ce sont des rivières qui vont être importantes pour le commerce de la fourrure, oui, ce seront des rivières qui seront importantes aussi quand on parlera de commerce de bois. Dans les prochaines capsules, je vais vous en parler. Et surtout, éventuellement, ce seront des rivières tellement puissantes qu'on va pouvoir, avec elles, les harnacher, c'est-à-dire construire des barrages et on pourrait éventuellement produire de l'électricité. Donc, ces grandes rivières-là, au fort débit, comme je l'ai dit, seront au cœur du développement économique du Québec, même encore aujourd'hui. Si on regarde sur la rive sud du Saint-Laurent, on va avoir des rivières qui sont importantes, mais quand même moins fortes, de moins fort débit, mais quand même importantes. On a le Richelieu au sud de Montréal, voie d'invasion intéressante pour les Américains quand ils essaient de venir s'emparer du Québec, mais aussi une voie de peuplement intéressante. La rivière Saint-François qu'on va voir passer dans la région de Sherbrooke, ça aussi, c'est par le Saint-François que la région de l'Estrie, à bien des égards, va se coloniser. Et la troisième grande rivière de la rive sud, on a la rivière Chaudière qui part donc au sud de Québec et qui va ouvrir la voie à la colonisation, par exemple, de la Beauce. Donc, ce territoire québécois est occupé. Avant l'arrivée des Européens, il était déjà occupé depuis 12 000 ans par différents groupes, donc les Premières Nations. On va en distinguer trois. On va avoir premièrement les Inuits, donc complètement au nord, probablement arrivés il y a à peu près 4000 ans, attirés peut-être par des troupeaux de caribous. On sait qu'ils arrivent de l'Alaska. Euh, Groupe donc qui va arriver, qui va vivre de chasse et de pêche complètement isolés dans le Grand Nord québécois. Le deuxième grand groupe, ce sont les Algonquiens, donc plusieurs tribus, plusieurs regroupements
qui vont ben, partager une base linguistique à peu près commune. Donc, on les voit s'installer, eux, davantage dans la vallée du Saint-Laurent, excusez, dans le bouclier canadien. Et on sait qu'ils vont vivre de chasse, de pêche et de cueillette parce que le territoire qu'ils occupent n'est pas nécessairement propice à l'agriculture, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce sont des nomades qui vont se déplacer au gré des saisons par groupe de 3 ou 4 familles. Le troisième grand groupe, ce sont les Iroquois qui vont vivre aussi de chasse et de pêche, mais se distingueront des deux autres groupes précédents par le fait qu'ils vont pouvoir être sédentaires. Ils sont installés autour des grands lacs et qui vont pouvoir cultiver parce que le sol est plus propice, le climat est plus propice. Ils vont cultiver toutes sortes de produits, toutes sortes de légumes, notamment le maïs, grand producteur de maïs. Et ça, ben, le fait d'être sédentaire, ça va leur permettre d'avoir des regroupements, en fait, des villages nettement plus considérables que les Algonquiens ou les Inuits, par exemple. On parle dans certains villages de 20 à 40 maisons. Ça devient quand même assez gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette population-là, ces groupes de population-là vont, d'une certaine manière, être fort importants, vont être fort utiles quand les Européens vont arriver, parce que les Européens vont adopter certaines de leurs coutumes, vont profiter finalement de l'expérience du territoire, de la connaissance du territoire des Amérindiens pour mieux s'adapter. Les Européens vont adopter rapidement les méthodes de chasse, les méthodes de transport, l'adoption du canot en écorce, par exemple, pour se déplacer le long des cours d'eau. On va voir aussi ben, que les Européens vont adopter certaines portions de l'habillement, certaines parties de l'habillement des Amérindiens pour mieux survivre, vont adopter certains produits de consommation comme la citrouille, le maïs, sirop d'érable, le tabac, topinambour et j'en passe. Et ça, donc, les Européens profitent énormément des connaissances des Amérindiens pour survivre sur ce territoire-là qui, au départ, est un peu hostile. Sauf que cet échange-là n'est pas profitable parce que les Autochtones vont mal réagir, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord souffrir des nombreuses maladies maladie apportée par les Européens qui est inconnue en Amérique du Nord. Je pense à la petite vérole, je pense à la grippe, je pense aux nombreuses maladies vénériennes. L'arrivée de l'alcool aussi va causer des dommages énormes, énormes, énormes aux populations autochtones de façon graduelle aussi, par exemple, juste par l'introduction, en fait, les tentatives de christianisation des Amérindiens vont faire en sorte que plusieurs des groupes vont commencer à abandonner leurs pratiques traditionnelles. Donc, il y aura une espèce d'acculturation et ça va nuire à la population. L'introduction des armes à feu vont faire en sorte que les guerres qui pouvaient exister traditionnellement entre différents groupes autochtones, bien, ces guerres-là vont devenir d'autant plus meurtrières. Donc, on va assister à un déclin démographique qui sera absolument terrible pour les Amérindiens. Mais ça, on y reviendra dans d'autres capsules. Parlons de ces premiers Européens qui arrivent. On parle de qui? On parle des Norrois. Ce sont des Scandinaves qui vont transiger par l'Islande, le Groenland, pour finalement, autour de l'an 1000, on le sait, viennent s'installer au Labrador et à Terre-Neuve. Que viennent-ils y faire là? Ben, ce qu'on sait aussi, c'est que il y aura probablement il y a un commerce de bois qui va se développer entre le Labrador et Terre-Neuve et le Groenland. Ils vont rester installés là. On est capable de trouver des traces encore aujourd'hui à Terre-Neuve, des vestiges quand même assez intéressants sur la pointe complètement nord, un endroit qu'on appelle Lanceau Meadows. On voit encore justement des vestiges. On a retrouvé des vieux canots, en fait des vieux navires qu'utilisaient les Norrois pour venir s'installer, pour voyager sur les mers. Donc, il y a encore de ces habitations. Ces Norrois vont quitter, on le sait, vers le milieu du 14e siècle pour des raisons imprécises, mais fort probablement en raison de guerres à peu près incessantes avec les populations amérindiennes qui étaient installées en Amérique du Nord. Ce qui nous amène donc aux autres Européens qui vont commencer à arriver. Avant qu'il y ait une colonisation systématique au moment des grandes découvertes, il y a quand même d'autres Européens qui viennent vers l'Amérique du Nord et ce sont des pêcheurs. On va avoir des pêcheurs espagnols, des pêcheurs anglais, des pêcheurs français qui vont être attirés par le golfe du Saint-Laurent. Pourquoi? Simplement à cause de l'abondance de la morue. Et on parlait de pêche miraculeuse. Ils remplissaient les navires à une vitesse folle. Donc, les pêcheurs européens très attirés, très attirés par le territoire, sans savoir nécessairement qu'ils arrivaient dans un monde inconnu, dans un continent qui est inconnu. Particulièrement, il y a des groupes, les plus nombreux, ce sont les Normands et les Bretons, donc fin du 15e siècle, début du 16e siècle, des Normands et des Bretons qui vont venir en Amérique du Nord.
eux, vont pêcher la morue. Il y a les Basques aussi qui vont être particuliers parce que eux, ils vont pêcher la baleine. Donc, c'est une activité économique qui va être très importante, très attirante. Et ce qui va arriver, c'est qu'évidemment, avec le temps, ben, ces pêcheurs-là vont débarquer à différents endroits sur les côtes, sur les rives du Saint-Laurent, pour faire pêcher, pour faire sécher, pardon, leurs poissons, pour les mettre dans des barils et les rapporter en Europe. Mais au contact des Européens, au contact des Amérindiens, pardon, ces Européens découvrent aussi, il y a certaines personnes qui commencent à découvrir qu'il y a d'autres ressources en Amérique du Nord, notamment la fourrure. Et c'est cette fourrure qui va finir par être très attirante, notamment pour les Français, quand ils viendront s'installer. Et là, on fondera éventuellement la Nouvelle-France. Donc, j'arrête cette première capsule et on continuera avec le subséquent. Je parlerai de la Nouvelle-France.